Bonjour et bienvenue encore une fois sur Perpétue Robert naturopathe pour live du midi. Donc, on continué, je m'excuse, hein, on va continuer avec le live concernant les problèmes qu'un déséquilibre au niveau du microbiote entraîne. Plus précisément, on appelle ça un dysbiose. Donc, comme beaucoup d'entre vous qui me suivez, vous savez bien que le microbiote est constitué de plusieurs micro-organismes comme les bactéries, les virus, les levures, les candidats, des champignons et d'autres encore qu'on peut-être qu'on ne sait pas parce qu'on sait que la science, c'est toujours, il y a toujours de nouvelles choses qui apparaissent. Donc, si vous êtes là pour la première fois, bienvenue, restez avec nous, vous allez apprendre beaucoup de choses. Et si c'est la première, et si vous retournez, bienvenue, restez encore et continuez à me poser des questions. Vous savez que j'aime quand qu'on participe ensemble, quand vous me posez des questions, je suis là pour vous répondre. Vous enseigner ensuite de prendre de l'action. J'espère que vous allez prendre de l'action. Donc aujourd'hui, on va continuer avec les problèmes déséquilibre au niveau du microbiote qui entraînent certaines maladies du cerveau. Et ces maladies-là viennent de plus en plus familières. C'était des choses qu'on entendait de très rares cas, mais de plus en plus de personnes font ces maladies-là et de plus en plus jeunes. Ça veut dire ça doit nous mettre le puce à l'oreille. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Donc, on va parler au niveau du cerveau. Selon Dr. Asciaro, l'ensemble des milliers d'espèces bactéries de notre intestin peut atteindre le double du poids d'un cerveau humain adulte. Imagine tout l'ensemble de ces bactéries au niveau de l'intestin. Si vous n'avez pas eu la chance d'entendre, c'est quoi ce que j'ai dit sur les bactéries au niveau de l'intestin, vous n'avez qu'à regarder des autres vidéos. Vous allez les trouver sur le groupe Sortir ma santé de l'enfer. Donc, ces vidéos-là sont toutes là. Je vous invite à venir pour que vous puissiez les voir. Donc, le double, c'est tellement... la quantité est tellement grande. Comme je l'ai dit, il paraît que ça contient plus de 100 000 milliards de micro-organismes, juste au niveau de l'intestin. Donc, toutes ces bactéries-là, qui sont au niveau de notre intestin, peuvent atteindre le double du poids d'un cerveau humain adulte. Et il a aussi expliqué à l'aide de modèles d'animaux comment le microbiote permet de comprendre le rôle et l'importance des bactéries intestinales dans le processus complexe tel que l'anxiété, la mémoire ou l'appétit. C'est drôle hein, à dire, on n'aurait jamais pensé que juste le microbiote, à lui seul, pouvait être responsable de ce qu'on appelle de l'anxiété, pouvait être responsable de ce qu'on appelle de la mémoire ou même jouer un rôle sur l'appétit. Oui, ça joue un rôle sur l'appétit. On a vu que des fois, des choses qu'on a envie de manger, ce n'est même pas c'est pas consciente là, c'est les microbactéries qui sont en nous-mêmes qui, dans un sens, nous dirigent. Hein? Les choses qui sont invisibles qu'on ne voit pas, oui, c'est vrai, on ne voit pas ces micro-organismes-là, on ne les voit pas à l'œil nu, pourtant, ça joue un rôle primordial. Okay? Donc, il paraît que la relation du microbiote et le cerveau se fait par l'activation du nerf vague. On a déjà parlé, je pense pas que je t'ai parlé de cette émission ici, du nerf vague. Le nerf vague, c'est un nerf hein, qui relie les intestins et au niveau du cerveau. Donc, cette relation-là se fait au niveau du nerf vague. Donc, c'est une information qui s'échange. On ne les voit pas, cette information-là. Ils sont énergétiques, on pourrait dire même. Ces informations-là sont énergétiques. On ne les voit pas. OK? Donc, cette information-là se transmet à travers le nerf vague. Et il paraît que certains troubles du microbiote sont même responsables ces troubles-là sont responsables, on pourrait dire, des problèmes neurologiques également.
Oui, certains problèmes neurologiques qui sont même responsables. Donc, on va discuter de la maladie d'Alzheimer, on va discuter de la maladie de Parkinson aussi. Et puis, plus tard, on pourrait prendre ce qu'on appelle des troubles anxieux. Avez-vous des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans la section des commentaires. Et si, en plus, vous voulez vous voulez que ce soit beaucoup plus en profondeur, on peut quand même prendre un rendez-vous ensemble. Vous pouvez m'écrire sur perpetu.robert@gmail.com ou vous pouvez même prendre un 15 minutes de rendez-vous. Je vais mettre le lien dans la section des commentaires. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi, c'est gratuit le rendez-vous. Puis comme ça, on pourra discuter de vos problèmes, ok? On pourrait voir comment est-ce que je peux vous aider dans votre problème de santé. Ok, on va continuer. On va parler un peu de la maladie d'Alzheimer. Comment est-ce que le microbiote intestinal peut un déséquilibre de ce microbiote-là peut entraîner un problème. On sait que la maladie d'Alzheimer, ça touche plus de 35 millions de personnes dans le monde et elle est associée à la perte de mémoire, des difficultés de langage et de compréhension, des troubles de l'attention, de la concentration, une apraxie, ça veut dire une perte de dextérité et parfois même une agnosie, ça veut dire une difficulté de reconnaissance des objets ou du visage. Et souvent, outre ces symptômes nommés, on a également des symptômes comportementaux tels que la personne devient très anxieuse, la personne devient apathique, ça veut dire qu'il n'y a pas de sentiment, la personne peut devenir très très irritable, la personne peut aussi avoir des troubles du sommeil et certaines agitations. Et on dit que les causes sont très, très, très inconnues, mais il y a plusieurs facteurs de risque génétique, mais aussi environnementaux qui sont identifiés. On dit aussi, on retrouve le tabagisme, on retrouve la sédentarité, on retrouve les déséquilibres alimentaires, on retrouve le manque de stimulation cognitive. Des fois aussi, on retrouve l'hypertension, on retrouve le diabète, on retrouve l'hypercholestérolémie. Donc, ça veut dire tout cela peut considérer comme des facteurs de risque. Donc, les gens qui ont ces difficultés-là doivent être encore beaucoup plus vigilants pour ne pas atteindre de ce stade de maladie d'Alzheimer. On a remarqué aussi des plaques, des bêta-amyloïdes et la dégénérescence de neurones dans le cerveau de ceux qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer. Donc, les neurones, ils dégénèrent. On sait très, très, très bien que l'alimentation joue un rôle clé en ce qui a trait à la dégénérescence de nos neurones. Okay. Et l'inflammation aussi qui s'établit, l'inflammation qui est là, peuvent aussi contribuer à la dégénérescence des neurones. Ensuite, on va voir aussi que beaucoup de problèmes comme le temps de diabète, tout ça, ce sont des maladies inflammatoires qui se créent, ok? Et on pourrait même, dans l'hypercholestérolémie, on voit que c'est le cholestérol, ce qu'on appelle le LDL, on appelle ça le mauvais cholestérol. On le dit souvent mauvais à cause qu'on comprend pas souvent c'est quoi le rôle, qu'est-ce qu'il est en train de jouer en tant que tel. Parce que en fait, le cholestérol lui-même, c'est pas un mauvais cholestérol parce que tout ce qui est dans notre corps, tout ce qui est dans notre corps joue un rôle primordial. En fait, ce qu'on appelle le mauvais cholestérol, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est une micro-blessure qui se fait et cette micro-blessure se fait au niveau des artères et souvent à cause des agressions qui se fait soit par l'alimentation, soit par d'autres choses, de produits chimiques qu'on met au niveau du corps. Ça fait des micro-blessures au niveau de l'artère. Et quand cette blessure-là se fait, comme dans la blessure extérieure qu'on a sur la peau, il y a une blessure qui se fait. Et quand cette blessure se fait, qu'est-ce qui arrive? Il faut que la peau se répare. Hein? C'est un processus naturel. Vous savez que le corps, il est en train de travailler pour nous. Le corps, il est en train de
il est toujours du côté de la réparation, il ne dort pas, hein. Le corps il travaille constamment pour nous. Donc quand cette micro-blessure se fait au niveau des artères, ce qu'on appelle le mauvais cholestérol, le LDL, il vient se fixer au niveau des artères et quand il se fixe au niveau des artères, il est là pour réparer. Il est là pour réparer. C'est comme quand on a une blessure à l'extérieur, on se coupe, il y a une sorte de coagulation qui se fait et que cette coagulation, il y a une croûte qui se fait sur la peau et cette croûte, il reste là et dans des mouvements qu'on fait, cette croûte-là, il se déplace ou s'enlève et on voit la peau qui est réparée en dessous de la croûte. C'est exactement ce qui se fait au niveau des artères. Le LDL se met au niveau, se colle au niveau de l'artère, ça fait une plaque de cholestérol. Et cette plaque de cholestérol, contrairement à la blessure qui est à l'extérieur sur la main, par des mouvements ou par une friction, cette plaque-là s'enlève. Mais au niveau des artères, comme c'est à l'intérieur du corps et on a juste le sang qui circule, il n'y a pas de friction, il n'y a pas de friction mécanique qui se fait pour que cette plaque de cholestérol s'enlève. Donc, elle s'accumule parce qu'elle a besoin de ce qu'on appelle le HDL, le bon cholestérol, pour qu'il puisse l'enlever. Et ce bon cholestérol-là, si votre alimentation n'est pas suffisamment riche en ce bon cholestérol-là, si ton alimentation, il n'est pas suffisamment approprié pour fournir ce HDL-là, et ce HDL-là qui est majoritairement se trouve dans les fruits et dans les légumes, alors ce plaque de cholestérol-là, ça reste là. Et bien sûr, il y a d'autres micro-blessures qui vont se faire et cette plaque de cholestérol-là va continuellement se mettre sur continuellement se mettre sur les artères. Donc, ensuite, qu'est-ce qui va arriver? On va avoir une accumulation de plaques de cholestérol partout au niveau des artères s'il n'y a pas des choses qui se font. Et surtout dans la médecine allopathique, qu'est-ce qu'on a tendance à faire dans la médecine allopathique? C'est que on va vous prescrire, je ne dis pas de ne pas prendre des médicaments, c'est pas ça du tout. La médecine allopathique a son place d'urgence. Donc, le médicament qu'on vous donne, qu'est-ce qui arrive? Ça bloque la production du cholestérol, empêche que le corps sécrète le LDL, le cholestérol, mais ce qui arrive, le même canal qui fait en sorte, le même processus qui fait en sorte que le LDL se produit, c'est le même processus qui fait en sorte que l'enzyme cardiaque, ou le même chemin que l'enzyme cardiaque qu'on appelle CoQ10 se fait également. Donc, qui fait en sorte que souvent des gens qui ont des problèmes de cholestérol ou qui prennent assez longtemps ces prises de médicaments peuvent, dans certains cas, avoir dans certains cas avoir des problèmes cardiaques qui s'en résolvent. C'est sûr que chaque corps est différent, chaque personne est différente en lui-même, chaque corps réagit de façon différente. Je ne dis pas que c'est d'emblée que c'est là, mais un médicament est supposé être fait pour être utilisé comme une béquille. Je prends toujours cette analogie-là. Une béquille est faite pour laisser reposer le corps. Donc, devait être utilisé comme béquille. Malheureusement, certaines personnes le prennent de longue façon et ne pas changer les habitudes ou ne pas changer ce qui fait en sorte que ces problèmes qui se sont établis là se font. Donc, au lieu de devenir maintenant une béquille, ça devient un handicap. OK? Donc, c'est ça. Ces problèmes-là de maladie sont des facteurs de risque pour ceux qui ont des maladies d'Alzheimer. Maintenant, est-ce que c'est tout le monde qui a un problème de tabagisme, de sédentarité, de déséquilibre alimentaire, des problèmes d'hypertension, de diabète vont automatiquement avoir des problèmes d'Alzheimer? Non, c'est pas vrai, parce que chaque personne, chaque corps agit de façon différente. Ça va dépendre aussi de tout un paquet génétique également, parce qu'on sait que la génétique, c'est des choses qu'on a héritées de nos parents. Mais une chose est sûre, c'est que de plus en plus, 37 millions de personnes à peu près dans le monde est attaquées, souffrent de maladies d'Alzheimer au niveau de la perte de mémoire.
D'où aussi l'importance, qu'est-ce qu'on va laisser pour nos enfants? Quel héritage est-ce qu'on va laisser? Et surtout des femmes qui sont en âge de procréation, qu'est-ce que vous allez faire? Quel héritage vous allez laisser pour vos enfants? Parce que la façon dont vous mangez, la façon dont vous vous portez, la façon dont vous réfléchissez, les pensées agissent sur vous et vous laissez un héritage pour les enfants, pour la génération. Et même la femme qui cuisine à la maison aussi, sans pour autant ne porte pas l'enfant, mais va laisser un héritage. Parce que on sait que l'enfant en tant que tel, l'odeur joue un rôle important dans la façon dont on mange. Donc, c'est tout un legacy, c'est toute une chose qu'on est en train de laisser pour nos enfants. OK. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans la section des commentaires, comme je l'ai dit. OK? Good. Donc, on va continuer. On a vu des plaques des plaques de bêta-amyloïdes. C'est comme des plaques, on va dire, comme des plaques, on va parler des plaques d'athérome, qu'on le dit, de cholestérol, mais c'est des plaques-là qu'on trouve au niveau du cerveau. Et certains chercheurs pensent même que certaines protéines qui sont produites par des bactéries qui affectent négativement la flore intestinale pourraient contribuer au développement de la maladie. Oh yeah. Donc, vous voyez, c'est dans ce sens-là qu'on dit que cette maladie est encore liée au microbiote intestinal. Et hier, on avait vu aussi que le microbiote buccal au niveau de la bouche, les gens qui ont des problèmes dentaires, les gens qui ont des saignements, les gens qui ont des caries, les gens même qui portent le plombage, le filling, comme on dit en anglais, ça peut affecter même. Je me rappelle, il y a un médecin, je me rappelle pas c'est quoi sa nationalité, Dr. Clark, avait fait même des recherches, avait fait des recherches pour voir la relation entre des gens qui ont des plomberies au niveau des dents, comment est-ce que ça les affecte du côté de la santé. Et elle envoyait même ces gens à enlever ces plaques, à enlever ces plombages au niveau des dents. Ce qui arrive, c'est que ce sont des métaux lourds que l'on met dans les dents. Ce sont des métaux lourds qu'on met dans les dents. Et ces métaux lourds-là, ce qu'ils font de temps en temps, libèrent certains métaux au niveau de la circulation sanguine. Et ces métaux-là se trouvent à se cacher au niveau de certains organes, incluant le cerveau. Donc, un traitement assez très efficace aurait dû, d'après elle, je pense qu'elle faisait ça aussi, il envoyait les gens à enlever ces métaux lourds-là au niveau des dents pour que le traitement se fasse comme il devrait se faire. Donc c'est juste des informations. Je veux vous dire que ces vidéos-là que je fais, c'est seulement à titre d'information que je vous le dis. Ce n'est pas appelé à diagnostiquer, ce n'est pas appelé non plus à vous donner des conseils. Prenez-le, travaillez avec votre médecin ou travaillez avec votre responsable de la santé pour voir qu'est-ce que vous êtes en train, qu'est-ce que vous devriez faire. OK? Donc, je ne fais que véhiculer des informations de ce que j'ai lu. OK. Donc, on voit que les bactéries qui affectent négativement la flore intestinale contribuent au développement de certaines maladies, incluant des maladies qui affectent le cerveau. Et les bactéries qui sont bénéfiques sont protecteurs pour le cerveau en ralentissant la formation des plaques amyloïdes. C'est des plaques, on a dans un sens, c'est des plaques que de gras. OK? Good. Avez-vous des questions? OK? Si vous avez-vous des questions pour le moment? Voilà. On va continuer avec des problèmes au niveau du santé. On a dit la maladie d'Alzheimer. Maintenant, on a la maladie de Parkinson. Okay. C'est une maladie dégénérative. Ça atteint la substance qu'on appelle la substance noire ou substance grise du cerveau, qui est la zone, en fait, qui contrôle le mouvement. Et les personnes, ce qui a trait, et perd ces neurones qui produisent la dopamine. Donc, les nerfs moteurs, ça veut dire qu'ils sont responsables au niveau des mouvements.
ils sont attaqués, ce qui résulte, on va avoir une lenteur de mouvement, des tremblements et certaines fois une rigidité des muscles. Donc, des gens qui sont atteints de la maladie de Parkinson ont ces problèmes de rigidité-là, ont ces problèmes de tremblement-là à cause de la zone au niveau du cerveau qui est attaquée. Et on a aussi d'autres problèmes moteurs qui arrivent aussi dans la maladie de Parkinson. On parle, les gens ont des troubles du sommeil, les gens sont dans des épisodes dépressifs, ils tombent en dépression pour... On ne sait pas pourquoi. Souvenez-vous que la dopamine aussi, ce neurone-là, est responsable en fait de la joie, hein, le sentiment de se sentir bien, le sentiment de bien-être. Ok. Et ils ont souvent des problèmes gastro-intestinaux qui sont très invalidants, tels que la constipation, les ballonnements, des douleurs abdominaux et même des nausées. Parce que quand on parle de troubles moteurs, moteur c'est les mouvements. Et il faut comprendre que au niveau de l'intestin aussi, il y a des mouvements qui se font, les mouvements péristaltiques qui se font. C'est pas des mouvements qu'on voit à l'œil nu là, c'est des mouvements qui se font au niveau de l'intestin. Le mouvement péristaltique, ça veut dire que c'est certains des petits mouvements que les intestins font pour l'évacuation des selles. Donc c'est pour ça que des gens qui souffrent de ce maladie là vont avoir des problèmes de constipation et des douleurs abdominaux, parce que dès qu'on parle de constipation, la personne n'est pas capable d'aller à la selle, c'est sûr qu'on va avoir des nausées, et quand on va avoir des nausées, des douleurs abdominaux, la personne va avoir mal au ventre. On parle de nausées, ça va aller directement au niveau du foie. Pourquoi? Parce que l'élimination ne se fait pas comme il devrait se faire. Donc, les toxines ne sont pas éliminées. Et quand on parle de toxines, on parle au niveau du foie, parce que c'est le foie qui fait la détoxification. Donc, le foie va peut-être avoir un surcharge, donc il n'est pas capable d'éliminer comme il devrait éliminer. Donc, comme on a vu, le microbiote, il participe à la communication entre l'intestin et le cerveau à travers le nerf vague, comme on dit. C'est pour ça que souvent, on va dire, dans certains cas on parle au niveau du cerveau et on touche la main, on fait une communication qui se fait directement. Il faut comprendre aussi qu'il y a un certain niveau aussi des choses quand il se fait. Et le niveau au niveau mental, le niveau au niveau du physique. Quand on parle ici, on parle aussi vraiment du physique. Au niveau du cerveau, on parle du mental, de quelque chose qu'on voit pas. En fait, les neurones, il faut aller très 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 loin pour le voir, les neurones. Donc les pensées que tu fais aussi peuvent influencer au niveau de l'intestin. Et on dit que une infection chronique de l'intestin par la bactérie Helicobacter pylori serait à l'origine de la maladie de Parkinson. Bon, je n'ai pas vérifié, je ne fais que vous donner des informations. Donc, et on voit aussi beaucoup de gens ont la bactérie Helicobacter pylori, et c'est une bactérie au niveau qui attaque vraiment au niveau de l'estomac. Qui peut même causer des ulcères d'estomac. Mais il n'y a rien n'est encore sur cette infection de la déclenche ou favorise. On ne sait pas que si vraiment cette bactérie-là favorise. Mais ce qui est sûr, c'est que dysbiose, un déséquilibre du microbiote a été remarqué chez tous les patients qui sont atteints de maladie de Parkinson, avec moins de bactéries anti-inflammatoires et plus de bactéries pro-inflammatoires que chez les sujets qui sont en bonne santé. Donc, des inflammations, dès que vous avez une inflammation, il faut l'attaquer. Donc, il faut l'attaquer, et c'est une des premières choses aussi que le déséquilibre, la dysbiose fait, c'est de l'inflammation qui se fait au niveau du corps. Donc, agir sur le microbiote est une option à envisager car il n'y a pas de traitement sûr. Okay? Il faut agir sur le microbiote le plus qu'on est capable pour qu'on puisse ne pas arriver à ce stade-là. Okay? Le plus tôt que vous preniez, le mieux que ce serait. Donc, avez-vous des questions? C'était un sujet assez intéressant et assez vague, compte tenu qu'il y a beaucoup de gens de plus en plus jeunes ont des problèmes de mémoire, tu sais, d'irritabilité, de manque de concentration, hein, on en trouve beaucoup, hein, et plus tard demain, on va peut-être parler du trouble du spectre d'autiste aussi.
Donc là, j'ai une question, Isabelle Brizard. Que faire en cas de constipation? En cas de constipation, c'est sûr qu'il faut, augmenter les fibres alimentaires. Est-ce une constipation chronique? Moi, quand je travaille aussi sur le plan physique et sur le plan mental, sur le plan psychique aussi. Qu'est-ce qui cause cette constipation? Oui, c'est sûr que l'alimentation cause la constipation. Mais aussi, il faut savoir qu'est-ce qui me pousse à aller manger ces types d'aliments également. Donc, en cas de constipation chronique, ça veut dire est-ce que c'est une constipation? Est-ce que je ne vais pas à la selle régulièrement? Est-ce que c'est tous les 8 jours? Est-ce que c'est toutes les semaines? Est-ce que ça peut faire longtemps? Mais une chose est sûre, l'augmentation de fibres aussi. C'est sûr que dans certains cas, l'augmentation de fibres, le corps, il est tellement pas habitué à digérer, on est tellement habitué à avoir une alimentation qui est transformée, où tout est moulu, une alimentation qui n'est pas cru, que des fois, une augmentation de fibres alimentaires donne la diarrhée ou peut faire aussi l'effet inverse. Dans les cas de constipation, c'est sûr qu'il faut aller prendre des plantes pour aller libérer au niveau des intestins et aussi changer l'alimentation. Et on veut voir aussi une des choses très faciles. La constipation peut être aussi du fait que la personne est sédentaire. Ça peut être aussi du fait que la personne ne prend pas suffisamment de liquide, ne prend pas suffisamment d'eau. Ou ça peut être aussi du côté, est-ce que c'est une paresse intestinale qui s'est établie? Aussi, on ne sait pas. Donc, il y a plusieurs cas, mais les cas les plus simples, c'est augmenter la quantité d'eau qu'on prend si que la personne n'a pas de problème au niveau cardiaque, au niveau du cœur, ou aussi de voir est-ce qu'il y a un problème de sédentarité? OK? Est-ce que ça répond à ta question, Isabelle? Donc, j'ai mis mon lien. Donc, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. Le rendez-vous, c'est gratuit. Ça ne vous oblige en rien. Et puis, comme ça, je pourrais parler pour voir exactement c'est quoi l'origine et qu'est-ce qui cause. C'est vrai, j'ai eu ok, oui, l'Helicobacter pylori, c'est vraiment... Oui, oui, les aliments. Il y a quelque chose, Saskia. Merci de participer. Saskia, dans le cas de Helicobacter pylori, cette bactérie-là, c'est souvent ce qui arrive dans comme on l'a dit, un déséquilibre au niveau du microbiote qui fait en sorte que certaines bactéries ont très grand nombre, certaines bactéries qui sont pathogènes. Ok, ces bactéries-là, il faut comprendre que ces bactéries-là sont en nous, dans tout le monde, ok? Dans notre corps, on a le bon, on a le malin. Ils ont leur rôle, ils ont leur place dans le corps, ok? Donc, quand ce déséquilibre-là se fait et qu'il n'y a pas suffisamment de bonnes bactéries au niveau du corps, donc les bactéries pathogènes prennent le dessus. Et dans le cas de Helicobacter pylori, au niveau de l'estomac, il y a un manque d'acidité aussi. Malheureusement. C'est parce que l'estomac n'est pas suffisamment acide également. Okay? L'acidité, l'estomac doit sécréter une acidité pour que l'aliment en tant que tel puisse se digérer. Et si l'estomac n'est pas suffisamment acide pour faire la digestion de ces aliments-là, on tombe dans l'alcalinité. On tombe dans l'alcalinité et l'estomac ne doit pas être alcalin. Parce que si l'estomac est alcalin, les bactéries comme l'Helicobacter pylori, va être là et aussi la digestion ne va pas se faire. Et dans quelqu'un que l'estomac est très alcalin, que la digestion ne se fait pas, tu vas voir que cette personne-là a un surplus de poids. Dans la majorité des cas. Ou du moins si la personne ne l'a pas encore, va peut-être l'avoir. Okay? Parce que la digestion ne se fait pas comme il devrait se faire. Et c'est pour ça que cette bactérie-là, il est là, dans certains cas. Et il y a certaines carences qui se font.
dans certains aliments. Oui, tu l'as attrapé dans certains aliments, certes, c'est sûr, parce que ton estomac n'était pas suffisamment acide pour détruire ces bactéries-là. Parce que le corps, il est armé. Il est armé de tout pour être capable. C'est comme le cancer. Okay? Le cancer, chacun de nous fait on a des cellules cancéreuses. Mais tout le monde n'a pas le cancer. Pourquoi? Parce que le corps, il a pu être capable d'éliminer ces cellules-là avant que ces cellules-là se multiplient de façon anarchique. Mais on est toutes dotées des cellules cancéreuses. Mais parce que le corps, il est capable de faire bien son travail, l'examen ne révèle pas qu'on est cancérigène. Le moment où le cancer se développe, c'est quand le corps, il n'est plus capable de faire son travail d'élimination, il n'est plus capable de faire son travail de nettoyage, il n'est plus capable de travailler comme il devrait travailler. Il est dans un déséquilibre total, il n'a pas les outils. C'est pour ça que les cellules sont capables de se reproduire anarchiquement. Mais tout le corps a des cellules cancéreuses. OK? Donc, c'est ça. Alors, rétablissez le microbiote, rétablissez, mangez comme vous devrez manger et vous allez voir que petit à petit, le changement va se faire. Yeah. Avez-vous d'autres questions? OK. Est-ce que ton problème est réglé? Est-ce que ces aliments-là qu'on avait dit d'éliminer, est-ce que tu es capable de le manger? Est-ce que les problèmes sont réglés, Saskia? OK. Bienvenue, Isabelle. Ça fait plaisir. OK. Bon. OK. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je ne vois pas encore les questions apparaître. OK. Voilà. Je ne vois pas encore les questions apparaître. Donc, oui. Donc, une des choses pour quand on veut commencer à rétablir le microbiote, comme je l'ai dit, certes, il y a certaines prises, les prises de probiotiques sont très, très, très importantes. Mais avant, les probiotiques, c'est comme des bonnes bactéries que vous mettez dans le corps. OK? Et ces bactéries-là, ils doivent avoir un milieu propice. Ces bactéries-là doivent avoir un milieu où ils sont capables de bien évoluer. Parce que sinon, vous allez prendre des probiotiques à n'en plus finir, vous allez prendre ça va pas rester trop longtemps parce que ces bactéries-là que vous inculquez dans le corps, non seulement ne sont pas adaptées dans certains cas, dépendant des problèmes qu'on a, on vous dirige vraiment dans certains cas de certains types de bactéries. Et aussi, si l'environnement, le prébiotique, ça veut dire préparer le terrain pour une bonne prise de médicaments, pour une bonne adaptation de ces microbactéries-là. Parce que ces bactéries-là, il faut que le mucus intestinal, il soit capable de vivre. Il y a comme une barrière intestinale. Le mucus, il se nourrissent de ce que vous mangez, ils se nourrissent de ce que vous les donnez. Il y a la nourriture que vous mettez, mais il y a des prébiotiques aussi qu'on peut faire. Donc, le numéro 1 des prébiotiques, c'est vraiment des aliments, comme on a dit, certains fruits et des légumes. Et deuxième probiotique, il y a certaines plantes également qui sont capables de fabriquer ces prébiotiques-là. Et on les trouve souvent, ce sont des aliments à mucilage qui sont gluants parce que le mucus au niveau du tractus intestinal, c'est gluant. Pourquoi ça... OK. Donc, pourquoi c'est gluant? Parce que les bactéries ne peuvent pas survivre dans un endroit qui est sèche. En fait, les bonnes bactéries ne peuvent pas survivre dans un endroit qui est sec parce qu'ils doivent s'agripper. Ils doivent être capables de se mouvoir là. C'est comme, par exemple, pour la main, une peau qui est très, très sèche, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez voir que
cette peau-là a tendance à être très, très sec. Elle a tendance à être eczémateux, elle a tendance à avoir des fissures et elle a tendance à avoir des craques et des plaques blanches aussi. Bon, je ne sais pas si vous remarquez, beaucoup de gens qui ont eu un surplus de poids, dans la majorité des cas, pas tous les cas, vont avoir des parties, des endroits sèches. On va voir au niveau des coudes, c'est très sèche. Au niveau même des genoux, vous allez voir, c'est très, très, très sèche. Certains endroits de la main aussi, vous allez voir que c'est sèche. C'est pas une sorte de sécheresse, ça fait comme une croûte blanche. C'est très, très dur et c'est blanche, hein. Autour de la bouche, vous allez voir aussi que ces gens-là ont tendance à avoir autour de la bouche, elle est blanche, ou autour de la bouche, vous allez voir comme des croûtes noires aussi autour de la bouche. C'est souvent des signes que la personne est en carence. Et certaines fois, c'est de la vitamine C, mais aussi au niveau des microbiotes. Donc, le corps nous donne certains signes qu'on devrait prêter attention. OK? C'est ça. Donc, on vous a dit tu évites la nourriture épicée et aussi les gazeuses. Oui, parce que quand tu parles des épices, ça veut dire que le piment, oui, les gazeuses en tant que telles, personne ne devait boire ces genres de boissons-là non plus. C'est un poison pour le corps humain. On ne devait pas le boire. Tant pis, malheureusement, dans certains cas, c'est quand il y a des problèmes de santé qu'on les évite, mais c'est des choses à éviter le plus souvent que possible. OK, donc je ne vais pas voir... je vais pas rester trop longtemps. Oh, ça fait déjà 35 minutes. C'est intéressant. Donc, demain, on se trouve aux environs de midi aussi. C'est sûr que des fois, je viens midi 5, midi, parce que j'ai des enfants qui viennent dîner à la maison. OK. Et en attendant, pour Saskia, je ne sais pas si tu as déjà... goûter à ma sauce, je fais une sauce piquante justement où je n'ajoute pas de vinaigre en tant que tel qui agit au niveau de l'estomac et je ne mets que du piment, que des épices qui sont naturelles. Il n'y a pas de conservation, il n'y a pas d'agent de colorant aussi, ça nous tue aussi les colorants. Donc, c'est une des raisons que je rentre aussi en ce qui a trait à la production de la nourriture, quand je sais des gens aiment beaucoup des sauces. Cette sauce-là, elle peut être mangée comme telle. Il y a des gens qui le mangent avec du pain, du beurre d'arachide, mélangé à votre salade. Ça peut être aussi utilisé comme assaisonnement. C'est tout. Et aussi, je fais des produits pour cheveux parce que la peau contient son propre microbiote, ses bactéries et des produits qui contiennent des agents de conservation et des produits chimiques. Ça, qu'est-ce que ça fait au fil du temps? Détruit aussi la flore bactérienne, que ce soit sur le corps et aussi au niveau du cuir chevelu. Donc, j'ai des beurres aussi pour le cheveu. C'est tellement doux que même les bébés puissent utiliser. C'est pas des produits bébés qu'on vous dit, c'est des produits bébés et puis c'est des produits chimiques qui sont à moindre concentration. C'est vraiment, on est capable de le prendre. C'est quasiment de la nourriture pour le corps. Je t'assure, si tu le manges, tu vas pas être malade. En fait, le beurre que j'utilise est mangeable. Aussi, j'ai l'huile ambrée pour le cuir chevelu. Ça aide à stimuler le cuir chevelu. Et aussi, pour ceux qui ont le cuir chevelu magané, ça peut les aider. J'ai aussi le aloe vinaigré et aussi des beurres. Tout ça pour aider. Donc, si vous avez besoin de ça, vous n'avez qu'à m'envoyer un message où je vais vous envoyer la page que vous pouvez faire votre commande. Mon but, c'est d'aider les gens vraiment à retourner dans la nature, à utiliser le plus que possible des choses naturelles. C'était tout. Donc, bye bye et à demain pour notre prochain live. N'hésitez pas à partager le live. N'hésitez pas à inviter vos amis et votre famille à écouter. OK. Bye.